Modalité sur intermarché.com. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, puisque le président de la République ne sait pas le faire. Il n'arrive pas à mettre d'accord tous ceux qui sont autour de lui, et même avec lui-même, j'ai l'impression. Donc ça continue. Au suivant, la chanson de Brel est toujours d'actualité. On évoque ce matin la possibilité de nomination de Michel Barnier. On va débattre de cette actualité avec vous et avec Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. Bonjour Frédéric. Bonjour Valérie. C'est une agence de communication. Vous êtes également cofondateur de l'agence Cogiteur et vous avez publié Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. Fanta Berreté, ancienne députée Renaissance. Bonjour. Bonjour Valérie. Et j'ai lu sur un de vos tweets que vous aviez été obligé de refaire des CV. Oui, tout à fait. C'est ça. Comme chaque Français qui perd son emploi, voilà. France Travail. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Et Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour Valérie. À vous bonjour également. À tous. Donc Marine Le Pen, faiseuse de roi. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. On va parler de l'indemnisation des arrêts de travail des fonctionnaires et puis de la situation quand même des Juifs de France et de l'étranger. Quand on voit ce bus à Londres réservé aux Juifs, on ne peut quand même que s'interroger sur ce qui est en train de se passer. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, ce coup de cœur et coup de projecteur. Nicolas, on commence avec... Frédéric, on commence avec vous. Alors c'est un double coup de cœur, Valérie, oui. C'est pour rattraper tous mes coups de gueule de l'été. Oui, vous avez été très présent cet été sur Sud Radio. Oui, mais j'ai quand même pris des vacances, Ouais. rassurez-vous. Double coup de cœur qui va dans le même sens, mais je pointe régulièrement la responsabilité des médias négative quand ils entretiennent et participent au climat d'anxiété de notre pays. Alors je tiens aussi à pointer, faire un coup de cœur sur la responsabilité des médias qui, depuis l'ouverture des Jeux paralympiques, font énormément de sujets sur les questions d'accessibilité, sur le retard de notre pays sur cette question d'accessibilité, parce que c'est quand même un sujet que généralement on évacue, et qui aussi montre et met en avant beaucoup d'exemples, alors souvent individuels, de gens qui, par leur initiative ou leur innovation, finalement pallient aux absences de l'État, des collectivités, des entreprises, de toutes celles et ceux qui pourraient jouer un rôle et qui ne l'ont pas. Donc ça, c'était la première partie de coup de cœur. La deuxième, je voudrais enchaîner sur le fait que ces jeux sont aussi l'occasion d'attirer l'attention du grand public sur des sujets particuliers, notamment évidemment liés au handicap. Et je voudrais faire un coup de cœur à toutes celles et tous ceux qui s'engagent dans la lutte contre le paludisme. Oui. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque minute, il y a un enfant qui meurt dans le monde de paludisme. Et des dizaines qui sont porteurs de handicap à vie à cause de cette maladie. Chaque année, c'est 250 millions de cas de paludisme qui sont enregistrés dans le monde. Évidemment, la très 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 grande majorité, elle est en Afrique. 600 000 personnes en meurent. Donc c'est pas notre sujet principal de préoccupation, mais c'est un vrai sujet de société. Évidemment, ça touche principalement l'Afrique, mais l'Afrique, c'est un des continents de la planète sur lesquels nous vivons, donc ça nous concerne tous. Le paludisme, quand il ne tue pas, c'est un obstacle à la vie normale. Il empêche d'étudier, de travailler, de cultiver, de créer, de s'entraîner pour faire du sport, de vivre en fait tout simplement. Donc c'est un enjeu de société, pour nous tous, et le fait d'en parler peut permettre et faire que nous soyons peut-être la génération qui va permettre de gagner contre cette maladie. Donc voilà, grâce aux Jeux paralympiques, il y a aussi ce type de focus, de projecteur qu'on peut mettre sur ces questions-là. Et puis donc petit coup de cœur pour une organisation qui s'appelle Team Zéro Palu. Ils passent leur temps à essayer de convaincre, d'expliquer, de faire comprendre les enjeux de cette maladie. Donc je voulais profiter de cette antenne, de cette audience, pour vous dire, le paludisme, ça peut nous concerner toutes et tous. Sûr. Et donc voilà. Oui, mais cause de handicap aussi, malheureusement. Oui, coup de cœur, donc pour ces Jeux paralympiques, et on le disait, on l'a évoqué lundi, j'espère que Valérie Pécresse ira au bout de sa promesse de rendre accessible une grande partie des transports en commun en Île-de-France, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Mais il y a les trottoirs aussi qui sont dans un état absolument épouvantable pour les personnes qui sont en fauteuil, l'accessibilité d'un certain nombre d'endroits. Donc c'est bien il y a tout à refaire. En gros, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Voilà, c'est un peu tard pour se poser la question, parce que ça veut dire que l'héritage des Jeux para sur ces questions-là, ça sera zéro.
C'est pas les quelques aménagements qui ont été faits pour les épreuves ou pour les cérémonies qui seront retirés ensuite. Donc héritage zéro sur la question d'accessibilité. Mais si ça peut permettre d'enclencher quelque chose, tant mieux, plutôt que d'être polémique et de critiquer ce qui est pas fait. Si on peut voir ce qui pourrait être fait, mais espérons que quelque chose soit fait. Je voyais le patron d'ADP, d'aéroport de Paris, qui se félicitait que chaque athlète ait pu avoir son fauteuil à la sortie de l'avion. Comme dans n'importe quel aéroport dans le monde. Formidable. Sauf que les personnes en situation de handicap n'ont pas leur fauteuil à la sortie de l'avion. Elles n'ont pas leur fauteuil. Elles ont un fauteuil roulant, brinque-ballant souvent. Donc j'ai répondu sur Twitter en disant oui, et ce serait bien aussi que tous les escalators fonctionnent, que tous les ascenseurs fonctionnent. Moi qui prends souvent l'avion, je vois que ce n'est souvent pas le cas. Et ces couloirs interminables, je crois qu'il n'y a que dans les aéroports parisiens où il n'y a pas de petites voitures de golf pour aider les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite, comme on dit. Donc oui, il y a des efforts qui sont faits. Oui, il a répondu qu'ils étaient en train d'y penser. Mais vous avez raison, quand on voyage et qu'on voit dans le monde comment les choses se passent, on peut s'interroger. Je ne sais pas si vous avez sur le handicap, Nicolas. Sur la notion de l'accessibilité, il faut dire aussi qu'une ville accessible, c'est une ville plus agréable à vivre aussi pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Bien sûr. Quand vous êtes une personne âgée, vous n'êtes pas une personne en situation de handicap, mais vous apprécierez d'avoir les aménagements qui ont été faits pour les personnes en situation de handicap. Pour les familles avec des poussettes, quand vous avez une poussette, c'est quand même la croix et la bannière aujourd'hui pour vivre dans Paris. Donc c'est un bénéfice collectif, une ville qui s'empare et qui gère le sujet de l'accessibilité. Et manifestement sur ce sujet, depuis la loi de 2005, qui, je vous le rappelle, prévoyait que normalement, là, en 2024-2025, tous les établissements recevant du public devaient être parfaitement accessibles. On a reculé, on a attendu, on n'a pas fait des investissements. Et manifestement, aujourd'hui, certaines villes accusent du retard. Il ne faut pas incriminer nécessairement les transports parisiens ou Paris. C'est des situations qui sont historiques. C'est vrai que le métro parisien, il n'a pas été conçu en imaginant que des personnes en situation de handicap pouvaient l'emprunter. Donc il y a des problèmes techniques. Mais il faut s'y attaquer, il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui, on manque de volontarisme politique et d'aide en termes de financement. Oui, Fanta, Bérété, vous qui avez été... Alors, au niveau de l'accessibilité, il y a quand même un plan qui avait été lancé par Madame Khattabi et d'ailleurs Madame Grégoire là-dessus, en tout cas concernant l'accès au commerce, etc. Ce n'est pas suffisant. Effectivement, je me souviens de cette loi de 2005 pour l'avoir appliquée concernant l'accès des personnes en situation de handicap à l'emploi ordinaire. Donc, on a avancé sur leur insertion sur le marché de l'emploi, pas suffisamment. Et concernant l'accessibilité, effectivement, nous devons tous agir parce que moi, j'ai eu un enfant à Paris avec une poussette et c'est juste l'enfer. C'est l'enfer sur Terre. Les mamans s'abîment il y a plusieurs dizaines d'années. Effectivement. Et je me souviens de cette époque où la poussette 3 roues avait été lancée. En fait, on ne pouvait pas passer les portiques de la SNCF avec. Donc, il faut s'y faire. Pour revenir au coup de cœur de Frédéric concernant les médias et les athlètes. Moi, je trouve que on vit une époque formidable là, et j'espère que ça va durer parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a plus d'attention pour les personnes en situation de handicap qu'on rencontre sur notre chemin actuellement à Paris. Je vois des portes qui s'ouvrent, je vois des gens qui font des sourires, des gens qui aident certaines personnes à pousser leur fauteuil. Donc j'aimerais que si héritage il y a, que ça reste parce que bien souvent ces personnes ne sortent pas de leurs appartements, restent coincées avec leurs aidants et finalement on ne les voit pas et on ne les traite pas. Donc je trouve que les médias ont fait un travail extraordinaire là-dessus et que nous avons aussi vu des visages de personnes qui sont sponsorisées. J'espère que ces sponsorisations vont durer dans le temps pour qu'elles puissent mieux se préparer. Et puis, il y a cette question aussi du sport au quotidien pour les personnes en situation de handicap et donc des moyens que peut mettre le ministère des Sports à leur destination de façon à pouvoir leur offrir tout au long de l'année donc l'occasion de sortir de chez eux et de pouvoir s'entraîner. Et on pense évidemment aux aides également scolaires qui ne sont pas là dans de nombreuses classes sans cette rentrée. Oui, pour compléter ce qui a été dit, effectivement, quand on parle d'accessibilité, on parlait de transport en commun en Ile-de-France en particulier, on va être très concret. On prend l'exemple du métro. Alors, certes, il a été construit il y a fort longtemps, mais dans le métro, on a des escalators qui ne fonctionnent pas, on a des ascenseurs qui ne fonctionnent plus, et malheureusement, vous le disiez très justement, quand on a une personne handicapée en fauteuil, qu'on a du mal à marcher, une personne âgée, ou qu'on a une poussette, c'est simple, on ne peut pas se débrouiller tout seul. Donc vous voyez systématiquement, quand vous empruntez le métro parisien, souvent des hommes qui vont aider des femmes qui sont avec les poussettes, c'est le cas le plus fréquent. Mais en fait, on peut changer ça. On peut changer ça. Sur les Jeux, moi je suis très content que les Jeux Olympiques aient si bien fonctionné. Ça donne
donne une très bonne image de la France à l'étranger, et ça continue avec les Jeux paralympiques. C'était pas certain, c'était pas dit qu'il y aurait ce suivi. Si vous regardez pour acheter des places pour les Jeux paralympiques, certes, les enceintes ne sont pas toutes pleines, mais il était par exemple très difficile d'avoir des places pour les matchs de l'équipe de France. Donc il y a un engouement qui a continué. Je pense au rugby fauteuil, je pense au basket fauteuil, et je pense que ça éclaire non seulement le sport en général, ça éclaire sur le handicap, et ça donne une très bonne image de la France à l'international. Valérie, si vous me permettez, je voulais juste réagir sur ce qu'a dit Nicolas, et certainement pas pour polémiquer, mais sur la question de l'accessibilité, je dis qu'il faudrait absolument qu'on sorte de notre logiciel le fait que, parce que des bâtiments sont anciens, parce que le métro a été construit il y a longtemps, que cette raison de l'ancienneté soit déjà un prétexte pour essayer de ne pas faire. Quand on voit dans tous les pays dans lesquels il y a une accessibilité 100% ou quasi 100%, et je prends souvent l'exemple du Japon et notamment de leurs temples qui n'ont pas été construits il y a quelques années, l'accessibilité elle est absolument totale dans la question de l'ancienneté, et je sais que pour le métro parisien il y a des questions de technicité, de d'égout, il y a beaucoup de choses, mais si on part déjà du principe que c'est pas possible parce que c'est ancien, alors on n'avancera jamais. Donc juste je voulais revenir là-dessus, dans plein de pays on a montré que sur des situations, des bâtiments, des réseaux très anciens, on peut, c'est parce que il faut vouloir, et deux, il faut vouloir mettre les investissements, et ça c'est des choix. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Toujours pas de Premier ministre à l'heure qu'il est. Tic-tac, tic-tac, on attend et on va en parler dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on va se mettre d'accord jusqu'à midi avec vous, avec l'actualité aujourd'hui. Donc, tous les mots sont dans le désordre là. Je sais pas, je vais commencer une phrase, mais bon, on va commenter l'actualité aujourd'hui avec Frédéric Fougera, président de Tenkan Paris. Vous êtes cofondateur de l'agence Cogiteur et vous avez publié Anthologie de la com aux éditions Bréal Studirama. Vous êtes un spécialiste de la communication. Fanta Berreté, ancienne députée Renaissance. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, et Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. On va évidemment parler de cette attente, plus de 50 jours maintenant pour nommer un Premier ministre. Marine Le Pen qui se retrouve finalement au centre de cette décision. Et puis beaucoup d'autres sujets avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Beaucoup de réactions à notre débat sur le handicap juste avant. Patrick nous dit on voit les personnes handicapées uniquement une fois par an au Téléthon, une fois tous les 4 ans pour les Jeux Olympiques, et le reste du temps on ferme les yeux, ils s'en foutent. Alors je pense que c'est quand même en train de changer, c'est en train de changer. Marie nous dit vous avez déjà pris le bus pour aller à l'école, le cartable, le sac de sport, tout ça c'est dans un bus bondé, avec un fauteuil roulant c'est encore plus compliqué, effectivement. Et puis il n'y a pas qu'à Paris, vous avez bien raison, il y a beaucoup, et puis les chiens d'assistance, me dit Brigitte, qui sont refusés, donc il y a encore dans pas mal d'endroits, donc il y a encore du boulot. On continue notre tour de table. Fanta, t'as un coup de cœur? Oui, bon, moi je reste sur les coups de cœur. L'actualité est déjà tellement... Oui, c'est un coup de cœur qui peut partir d'un coup de gueule aussi. Oui, effectivement. J'aurais souhaité reparler en cette semaine de rentrée du harcèlement scolaire. Donc, vous le savez, depuis 2021, il y a un plan. Il n'est pas parfait, mais en tout cas, il est là. Il permet finalement de faire l'analyse en chaque établissement scolaire, de mobiliser les adultes, d'avoir des ambassadeurs qui sont plutôt les enfants, et de déployer un certain nombre de mesures. Pour l'avoir testé en tant qu'élu, effectivement, ensuite, une fois qu'une situation est détectée, il faut savoir travailler tous en commun et bouger quelquefois un certain nombre d'administrations. Mais je voulais parler de la dernière campagne, donc ce clip en fait qui est paru sur nos écrans il y a quelques jours, que je trouve formidable. Moi, je suis restée complètement bouche bée. Donc très rapidement, donc vous avez deux groupes, un groupe d'adultes et un groupe de jeunes. Le groupe d'adultes rentre sur un plateau où on a l'impression donc que c'est une école, donc une cour d'école, et on demande à ce groupe en fait, d'après leurs souvenirs, ce qu'ils ont vécu, sachant que certains ont subi le harcèlement scolaire, de se mettre en situation et de nous faire vivre en fait ce qu'ils ont vécu. Donc effectivement, j'ai envie de vous dire que c'est presque gentillesse, c'est des phrases que nous avons tous entendues quand nous étions à l'école, ce genre de choses. Et ensuite, on fait rentrer en fait la jeune génération, et cette jeune génération, elle a été briefée avec un certain nombre de phrases qui ont été déposées sur les sites recueillant la parole des victimes. Et donc là, c'est d'une brutalité sans nom. On se dit, ce n'est pas possible que nos enfants, quel que soit leur âge, vivent ces situations. Moi, j'ai pleuré devant mon écran tellement j'ai
été ému. Un des adultes pleure à ce moment-là, donc je pense qu'il n'y a pas de comédie, etc. Et finalement, je salue ce clip. J'espère qu'il va être diffusé très largement. Et là-dessus, je pense que chaque parent doit se dire que son enfant peut être harcelé, mais harceleur aussi. Et ça, c'est véritablement important parce que quand j'en parle avec mes amies institutrices, on a l'impression que quand il y a des situations de harcèlement, les parents, en fait, ne se disent jamais c'est mon enfant. Et en fait, il y a le phénomène de meute qui apparaît très bien dans ce clip-là, c'est-à-dire je soutiens, je ne défends pas. Et donc, en fait, votre enfant peut être harceleur. Donc, il faut en parler, il faut leur montrer les clips, il faut leur dire que cette situation n'est pas normale et que le fait de ne rien dire ou de rajouter juste un petit mot peut détruire la vie d'un enfant à jamais. Donc voilà, donc coup de cœur pour ce clip. Alors j'en profite, j'enchaîne sur votre coup de cœur par un coup de gueule. Mais c'est un auditeur en fait qui était un peu choqué par une pub d'AXA qui propose une assistance psychologique et juridique dans son assurance scolaire. C'est quoi une assurance anti-harcèlement? Enfin, franchement, c'est pas un peu profiter d'une situation qui angoisse effectivement les parents? Mais je pense que, en tout cas, quand j'étais députée, j'ai traité d'un cas là qui me revient dans Paris, c'est-à-dire que il y a la parole, par exemple, de Gabriel Attal sur le fait que celui qui harcèle est celui qui doit sortir de l'école. Il y a la mise en place, et je pense que les parents sont complètement perdus de temps en temps. Donc, avoir une assistance pour demander comment je peux procéder, qui je peux contacter. Voilà, je pense que c'est pas... il y a un problème d'adulte, ce que dit une auditrice, c'est que normalement un adulte doit mettre le holà et un enfant ne doit pas être harcelé. Si le prof ou les adultes ne s'en rendent pas compte, il y a un problème. Oui, 2 réactions là-dessus. Samuel. Première réaction, c'est que ce que vous pointiez du doigt, qui est dans ce clip, c'est qu'il y a une différence de perception. C'est le mot, de perception, entre ce que des adultes pensent de ce qui se passe dans les écoles et en fait ce qui se passe véritablement et qui est beaucoup plus dur et qui marque évidemment des enfants à vie. Certains, on sait, des adolescents ou plus jeunes se suicident carrément pour les cas les plus graves parce qu'ils ont été attaqués, moqués, agressés systématiquement et ils allaient à l'école la peur au ventre. Pour venir ce que vous venez de dire, Valérie, effectivement, on se demande parfois ce que font les adultes. Il y a certains collèges ou certaines écoles où en fait ça se voit et en fait il n'y a pas pas de vague et il n'y a pas d'intervention alors que ça se passe au sein de l'établissement. Deuxième réaction, c'est vous vous rappelez du cas de Mila. Et Mila, c'était un exemple parmi tant d'autres. Quand vous dites que normalement c'est les harceleurs qui doivent quitter l'établissement, malheureusement c'était trop peu le cas et on voit des personnes qui sont changées d'étabbissement parce que des enfants, parce qu'ils se font harceler et que les personnes qui continuent d'agresser, si elles étaient majeures, elles seraient poursuivies systématiquement pour soit insulte, soit agression physique, souvent agression à plusieurs, et ce sont des délits qui sont graves. Et finalement on se retrouve avec des personnes, des victimes qui doivent se déplacer, et donc il y a un sentiment d'injustice pour les parents qui est très très grand, et pour les enfants, et ça peut les marquer à vie. Bien sûr, non mais c'est en tout cas bénéfique. Plus on en parle et plus les familles en parleront. Sur la sensibilisation des enseignants qui est capitale, qui est importante, qui est difficile, qui n'a pas été naturelle. Il y a un angle mort qu'il vise à chaque fois. C'est tout ce qu'ils ne voient pas et ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez à un principal de collège, moi j'avais monté plusieurs actions de sensibilisation au cyberharcèlement avec les principaux, ils vous disent ce qui a changé dans nos cours depuis qu'il y a des iPhones, c'est qu'avant nos cours elles étaient bruyantes. Et on voyait des gamins se chamailler, se taper dessus, on les séparait, on voyait le type un peu isolé, le gamin qui personne parlait, etc. Là, aujourd'hui, nos cours sont silencieuses, parce que les enfants sont sur leurs iPhones, sur leur smartphone, et on ne sait pas ce qui se passe. Ah bien sûr, oui, le harcèlement passe par les réseaux. On n'a pas accès à leur réseau. On n'a pas accès à ces niveaux de communication. Et donc, il faut aussi qu'on s'interroge sur l'impact des réseaux sociaux et la manière dont les profs peuvent se réapproprier ces voies de communication desquels ils sont complètement exclus. Camille, une auditrice, il y a un jeune qui rapporte se fait moquer, voire pire, quand ils sont harcelés, souvent ils se taisent parce qu'ils ont peur. Il faut absolument changer cette donne, évidemment. Bien sûr, c'est essentiel et c'est parce que aussi effectivement la communauté pédagogique s'engage et quand il y a des ambassadeurs qui sont mis en place, alors effectivement ça prend du temps scolaire, que les choses vont mieux, mais ça demande du temps. Ça demande du temps et la responsabilité des parents et même du tonton, de la tata pour recueillir la parole est primordiale. Mais je lisais dans le Parisien un article sur les cours d'empathie en CM2. Visiblement, c'est quand même un peu bullshit, pardon de le dire comme ça, mais c'est très
c'est gadget, quoi. C'est pas, ça a été annoncé, on est obligé de le faire, mais l'application est pas d'une efficacité redoutable. On ne ferait rien, on nous le reprocherait. Bah oui, mais faire mal, c'est pas mieux. Non, je dis qu'il faut poser les choses. Après, moi... Non, mais faisons des choses efficaces. Dans les cours d'empathie, ayons de l'autorité, moi, je dis. D'accord, mais je pense que les choses se font petit à petit aussi. Et puis après, moi, là-dessus, je pense qu'il y a aussi toute la question autour du rôle du parent. Moi, le cours d'empathie, excusez-moi, peut-être que vos auditeurs ne seront pas d'accord. Être parent aujourd'hui, donc ça veut dire avoir des responsabilités, que je pense que les responsabilités, il faut les remettre dans les mains des parents. Que l'éducation nationale ne peut malheureusement pas tout faire. Absolument. Vous savez très bien ce qui se passe. En plus, on a souvent ces images, ces mèmes sur les réseaux sociaux qui montrent qu'il y a 40, 50 ans, si vous aviez un enseignant qui faisait une remarque à un enfant, le parent avait plutôt tendance à faire confiance à l'enseignant en disant à son enfant, qu'est-ce que tu as fait? Et l'image montre que actuellement c'est plutôt l'inverse, à s'en prendre l'enseignant. On voit des enseignants qui sont parfois attaqués, agressés par des parents. Alors il y a d'abord le rôle du parent pour éduquer à la maison, et ensuite au niveau de l'établissement scolaire, le problème c'est que moi je pense à des jeunes profs, des amis qui sont devenus profs, quand ils sont agressés physiquement, comment est-ce qu'ils peuvent réagir? Bien sûr. Voilà, parce qu'en fait c'est pas leur boulot, ils ne sont pas inscrits, ils n'ont pas passé le concours de prof pour être policiers dans la classe, et ils savent pas comment réagir, il n'y a pas forcément d'équipe pour agir directement, et ça les marque, il y en a certains qui quittent le boulot à cause de ça. Non mais je répète cette histoire depuis avant les vacances, puisque c'est un prof qui me l'a raconté, qui me raconte que dans son collège, dans son collège, il y a des élèves qui ont des tasers et qui tasent les autres élèves, et d'autres qui urinent dans les couloirs. Et nous, on est un peu sidérés de voir ça. Et je lui dis, mais que dit le proviseur? Bah rien, parce que s'il fait remonter des signalements, il est mal noté. Donc on laisse aussi des situations comme ça perdurer. Non, mais je voulais réagir exactement comme Samuel sur la question de l'autorité qu'on peut déplorer, mais c'est vrai qu'un enseignant qui a peur de se faire agresser à la sortie du collège ou du lycée ou quand il rentre chez lui, évidemment, il va pas réagir avec toute l'autorité qui devrait être la sienne, sans devoir jouer un rôle de police, mais au moins un rôle d'enseignant et donc d'autorité par rapport à sa classe. Allez, on se retrouve dans un instant. On va revenir à la vie politique française. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va évidemment évoquer cette attente de plus de 50 jours pour trouver un Premier ministre. Vous me permettrez juste avant un coup de cœur pour les femmes espagnoles qui ont lancé une pétition pour soutenir les femmes afghanes. On en a parlé hier ici. Néanmoins, je pense que c'est important d'en parler quasiment tous les jours, tellement la situation de ces femmes est absolument atroce. Je vois qu'il n'y a pas tellement de soutien des femmes françaises et des féministes en particulier. Cette pétition donc a été lancée pour dire que elles étaient choquées et qu'elles veulent élever la voix en soutien aux femmes et aux filles afghane. Moi, je suis effectivement assez sidérée qu'il n'y ait pas plus de réactions sur ce qui est en train de se passer en Afghanistan et en France. Hier, cette jeune femme championne de taekwondo qui, sur France Info, a évoqué son harcèlement mondial, c'est-à-dire des SMS, des WhatsApp, un harcèlement numérique qui vient du monde entier, la menaçant de viol et de meurtre. Il n'y a aucune réaction. On a des femmes, on a une femme aussi, la marathonienne qui a été brûlée vive par son mari et qui est morte ce matin. Pas de réaction, c'est-à-dire tout ce qui ne se passe pas en France, alors que c'est un mouvement mondial. Ce que font les talibans est un mouvement mondial. Donc, allez signer cette pétition. Elle est relayée par le journal El País. C'est signé là, mais je sais pas ce que vous en pensez. Je suis fascinée par le silence et le soutien. Encore une fois, et je fais le soutien des femmes de gauche aux femmes voilées. Je ne comprends pas. Et pourquoi de gauche? C'est toutes les femmes qui devraient soutenir. Oui, mais les femmes de gauche en particulier, quand on est une femme de gauche, on a peut-être plus de conscience de ce que c'est de ce que doit être la liberté des femmes. Féministe de droite ou de gauche, c'est vrai qu'on entend peu de soutien aux femmes afghanes en venant de la France, que ce soit un soutien institutionnel. Je me souviens de la chute de Kaboul et des grands discours qui étaient prononcés. Voilà. Depuis, finalement, on a assez peu de demandeuses d'asile venant d'Afghanistan comparé à d'autres pays occidentaux. Donc il y a aussi un sujet sur
sujet. Et puis moi, j'y ajoute la situation des femmes iraniennes, qui depuis maintenant des années souffrent, sont torturées, humiliées, violées et exécutées par le régime des mollahs. Pareil, dans aujourd'hui une forme d'indifférence que j'applique à toute la classe politique. Ça fait très longtemps que j'ai pas entendu une femme ou un homme politique, parce qu'à la limite, le sujet des femmes ne concerne pas que les femmes, s'exprimer sur le sort des femmes afghanes ou des femmes iraniennes. Non, je sais pas un mot. Oui, vous savez, on a envoyé des soldats quand même en Afghanistan pendant un certain nombre d'années, pas que nous, pas que la France, d'autres pays occidentaux, dont les Américains. Malheureusement, le résultat n'a pas été celui qui était espéré. Et finalement, les Américains sont partis et le pays est retombé dans les mains des talibans. Alors après, quand la France va à l'étranger, on l'accuse de vouloir faire de l'ingérence, de vouloir se positionner, d'avoir ses propres intérêts. La réalité, c'est que malheureusement, la situation est devenue ce qu'on devait redouter, c'est-à-dire que les talibans, une fois qu'ils sont au pouvoir en Afghanistan, eh bien, il faut régner leur charia sur place et on n'a pas la main. On n'a pas la main, malheureusement. Non, l'ONU, à quoi sert l'ONU? On peut poser la question. Je les cite, l'athlète olympique Rebecca Cheptegei, qui est décédée après avoir été aspergée d'essence et incendiée par son petit ami. Elle était ougandaise et rien, pas de réaction à ça. C'est sidérant. Valérie, vous disiez, avec ironie, j'imagine, que si on ne s'y intéressait pas, c'était peut-être parce que c'était loin de notre pays. Il y a bien des événements qui sont loin de notre pays et qu'on sait importer pour les exploiter et pour mobiliser toute notre attention sur ces sujets. Donc il n'y a pas de raison que le sort de ces femmes, on ne s'y intéresse pas et qu'on soit, comme le dit Nicolas, pas forcément une femme, mais aussi un homme, pas forcément de gauche, de droite, tous en parti politique. Ce sont des êtres humains qui vivent une telle barbarie qu'on est obligé de s'en émouvoir, de le dénoncer et d'en parler quand on peut avoir la parole pour le faire. Absolument. Samuel, coup de gueule. Oui, alors coup de gueule, coup de cœur. Ouais. C'est un coup de cœur sur la lucidité des Français par rapport à la situation politique et la classe politique actuelle. Je vous cite 3 chiffres entre 2 sondages qui sont sortis cet été. Premier chiffre, 82% des Français ont une mauvaise opinion des partis politiques. Odoxa, 82%. Ouais. Deuxième chiffre, 78% des Français pensent que le pays n'est pas dirigé par des personnalités politiques de qualité. IFOP. Troisième et dernier chiffre, 61% des Français ne comprennent pas que les partis politiques ne cherchent pas à construire des coalitions. C'est un sondage d'Odoxa. Ce dernier chiffre me semble très important, donc 61% des Français. Les seuls électeurs qui considèrent qu'il ne devrait pas y avoir de coalition, ce sont les électeurs LFI. Tous les autres, écolo, PS, macronistes, RN, etc., ce que vous voulez, aller à Reconquête, veulent des coalitions. Et on en a beaucoup déjà parlé sur ce plateau, le mode de scrutin actuel. On voit le désir des Français finalement, on sait qu'ils soutiennent la proportionnelle. Le mode de scrutin actuel pousse les partis à se faire la guerre systématiquement et à ne pas avoir de coalition, ne pas chercher à avoir de coalition. Moi j'ai déjà dit ici, vu les résultats des élections, malgré ce système qui déforme actuellement la voix du peuple, on voit une assemblée qui devrait être plutôt à droite, on devrait avoir un Premier ministre, sinon on va pas avoir de Premier ministre malheureusement en conquête tout de suite, mais un Premier ministre de droite, de centre-droite. Ouais. Ça paraît logique, mais en fait on est tellement habitué avec ce mode de scrutin à s'opposer systématiquement que finalement n'est pas intervenu ce qui se passe dans la plupart des pays européens, la très grande majorité des pays européens, c'est-à-dire des discussions. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un Premier ministre en 2 jours, mais au moins des discussions qui paraissent aboutir à quelque chose. Et finalement, là, on va sans doute avoir un Premier ministre, je ne sais pas quand, mais ça sera fait, il y aura un accouchement dans la douleur parce qu'on a l'impression que chacun défendait sa position. Et c'est ce que disent les Français dans les sondages. Oui, c'est... Je sais pas, réaction. Mais complètement d'accord. Les Français ont envoyé 3 blocs égaux à l'Assemblée nationale. Donc ça permet pas de dégager une majorité. Aucun n'a une majorité. Donc ça suppose quoi? Soit un gouvernement d'union nationale ou de coalition. Ça veut dire des gens intelligents qui décident que le pays est plus important que leur boutique et que donc ils vont sur un certain nombre de mesures se mettre d'accord. Donc je suis pas d'accord avec toutes les mesures, mais je suis d'accord avec certaines. Et les autres ne sont pas d'accord avec toutes mes mesures, mais vont se mettre d'accord pour soutenir les miennes. Ou alors un gouvernement technique qui ressemble un peu à la même chose, sauf que c'est pas des membres qui font partie d'une boutique politique, mais ça peut faire peur. Ça peut faire très peur aux politiques, parce qu'imaginez un gouvernement technique qui réussisse ces projets, qui passent de bonnes lois et qui soient approuvés par les Français. Ça ferait beaucoup de mal aux partis politiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, j'ai plutôt le sentiment que personne n'a vraiment envie de gouverner, parce que beaucoup pensent à 2027, à leur calendrier personnel. Et donc la seule chose qui compte, c'est leur avenir personnel. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt dans une zone d'irresponsabilité
responsabilité. Chacun veut jouer le coup d'après, mais pourtant aujourd'hui il y a le gouvernement, il y a le pays à gouverner, quoi. Ouais. Oui, on peut voir les choses autrement, mais arriver aux mêmes conclusions. Finalement, on a du mal à qualifier le sens du vote des Français au second tour des législatives. On sait ce qu'ils nous ont dit par défaut. Ils n'ont pas voulu que l'extrême droite arrive au pouvoir. Pardon, je pars un peu à l'inverse de ce que vous dites. Moi, je reconnais pas 3 blocs. Je reconnais finalement qu'il y a eu un front républicain qui, contre toute attente, a très bien fonctionné et qui a cantonné l'extrême droite dans ses cordes, c'est-à-dire à un niveau de 30%, et qui donc, il reste 70% des députés qui ont été élus par des électeurs qui ne voulaient pas de l'extrême droite au pouvoir. Et je dis aussi à mes amis de gauche que faut pas faire du Macron à l'envers. Ces électeurs n'ont pas voté nécessairement pour le programme du NFP. Non. Tout comme nous, en 2017 et 2022, au second tour de l'élection présidentielle, nous n'avions pas nécessairement voté pour le programme de M. Macron. Au contraire, nous avions voté pour empêcher Mme Le Pen d'arriver au pouvoir. Et qu'à partir de là, il appartient à tous les gens responsables de trouver des majorités de projets. Alors, j'ai inversé un peu votre camembert, mais vous voyez que 2 tiers des députés ont la même origine, une origine de refus et de front républicain. C'est à eux de s'entendre. Et c'est à eux que doit porter la responsabilité de créer une majorité de projets. C'est pas au président de tripatouiller depuis l'Élysée pour savoir exactement qui il voudra dans son gouvernement. Il doit nommer un Premier ministre, à charge pour lui ou pour elle, ensuite, d'organiser une majorité de projets. Ce qu'on dit hier et ce qui semble être une évidence, une logique, mais qui n'est pas celle du président de la République. Fanta. Au-delà de la question du président de la République, moi... c'est le problème. Oui, non, mais pour en revenir au coup de cœur, coup de initial, j'entends ce que disent les Français. D'ailleurs, les vacances sont propices à écouter ce que disent les gens là où vous vous trouvez en vacances. Et effectivement, ça se recoupe. Maintenant, la problématique autour de 2027, c'est pour moi le problème majeur. C'est-à-dire que tout le monde est dans cette course. Et mon constat après 2 ans à l'Assemblée nationale, c'est que j'ai trouvé que peu de gens, finalement, s'intéressaient réellement au parcours des Français à leurs difficultés. Et non, mais c'est un vrai regret pour quelqu'un comme moi qui s'est engagé sur le tard, en 2016. C'est-à-dire que je pense que les mains tendues sur certains sujets qui avaient vocation à apporter une solution, on n'a pas su le faire, et que là, on s'inscrit dans une continuité, et que, en fait, intellectuellement, moi, c'est là où j'ai une problématique, c'est-à-dire que pour moi, la politique, c'est l'humain. Et aujourd'hui, au travers de ce que nous sommes en train de vivre, effectivement, j'ai l'impression que tout parti confondu, quasiment, on n'en a rien à faire de l'humain, que c'est derrière, et que ce qui intéresse, ce sont les clés pour 2027. Et ça me fait mal au cœur, véritablement, parce que j'ai eu un engagement sincère. Je pense qu'il y a dans tous les bancs beaucoup de des gens politiques qui ont sont des sincères engagements sincères. Mais en fait, l'accès au pouvoir, cette course au pouvoir, le fait de devenir celui qui va compter, ruine tout ça. Et je crois que les nouvelles générations méritent véritablement mieux, et que nous devons absolument tenter d'effriter ce mur presque de la honte, parce que nous n'y arriverons pas, et que les Français nous ont amenés sur un chemin que nous devons respecter et trouver des majorités de projets. Allez, on se retrouve dans un instant. Vous répondrez, Samuel Lafont, dans un instant, justement sur cette situation avec Marine Le Pen, qui se retrouve, aux surprises, à être au centre de la décision. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour tenter de comprendre la situation qui est celle de la France et celle de cette non-décision du président de la République pour trouver un Premier ministre. Samuel Lafont, vous vouliez oui, je voulais réagir répondre, Alors, autant j'ai envie de dire le cirque, c'est le jeu aussi, de Jean-Luc Mélenchon cet été, qui a poussé à dire qu'ils avaient gagné, que le NFP aurait gagné. Non, ils n'ont pas gagné si on regarde le nombre de voix, mais qu'ils auraient gagné l'élection, et donc il faudra avoir un Premier ministre de gauche, était exaspérant à mon avis pour beaucoup de Français. Autant, je trouve que le bière à 3 bandes à droite
est aussi énervant. On parlait du fait d'attendre 2027 systématiquement. Moi, j'en ai assez de voir des personnes à droite dire, j'en ai encore récemment qui m'ont dit, mais tu vas voir, si on laisse passer un macroniste ou quelqu'un de gauche maintenant, donc de mon point de vue, un risque certain, parce que c'est pas la politique qu'on veut, eh bien, derrière, mécaniquement, on aura un gouvernement, un président de droite. Non, c'est faux. J'ai envie de dire, alors, faut arrêter la politique, hein. Faut aller monter une roulotte et lire La Bonne Aventure, parce qu'en fait ça ne tient pas la route. Ces gens-là font des prophéties qui ne tiennent sur rien, et ils imaginent qu'il faut abandonner le pouvoir systématiquement pour ensuite peut-être mécaniquement qu'il nous tombe dans la main. C'est faux. Là on voit, comme je l'ai dit, vous avez des trotskistes à droite aussi. Comment vous avez des trotskistes à droite là, aussi. Il y a des gens qui font des calculs vraiment étranges. Voilà, appelez-les trotskistes si vous voulez, ou prophètes. Moi je vois des prophètes, des gens qui lisent les cartes ou qui ont des boules de cristal. Mais en tout cas ça ne tient pas la route, et à un moment il faut prendre ses responsabilités. Encore une fois, on n'aura pas le gouvernement que je souhaite, qui sera un gouvernement reconquête, mais à minima, on peut se mettre d'accord sur certaines choses, sur la baisse des impôts, sur le rétablissement de la sécurité, sur la baisse, l'arrêt de l'immigration massive, tout de suite. Et ça, il faut que les gens qui sont en possibilité de discuter pour faire une coalition le fassent maintenant et n'attendent pas que ça sorte du chapeau. Enfin, visiblement, c'est pas la voie qui semble se dessiner. Néanmoins, on peut s'interroger sur ce qui est en train de se passer avec Marine Le Pen, qui est consultée par le président de la République, alors qu'il y a quelques mois, on nous disait, avec une pince à linge sur le nez, qu'est-ce que c'est que ce parti de fascistes, il faut pas composer avec eux, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est elle qui a fait capoter la candidature de Xavier Bertrand, celle a priori aussi de Bernard Cazeneuve. Oui, mais Valérie, il faut peut-être quand même rappeler que le Rassemblement national, c'est le premier groupe à l'Assemblée nationale. Il y a beau avoir un front républicain et des gens qui s'entendent pour faire barrage au Rassemblement national, mais qui après sont incapables de s'entendre pour gouverner ou pour avoir quelques projets. Mais le Rassemblement national, c'est le premier groupe. On a une ancienne députée dans le studio, elle confirmera, je sais bien le Rassemblement national qui occupe la salle Colbert à l'Assemblée nationale. La salle Colbert, c'est un mini-hémicycle qui fait partie des zones qui sont attribuées au groupe majoritaire. Aujourd'hui, c'est ce groupe qui utilise la salle Colbert. Le deuxième groupe, c'est Ensemble, et le troisième groupe, c'est LFI. Parce que on mélange en fait les coalitions et les groupes. Donc il y a une coalition présidentielle, il y a une coalition au Nouveau Front Populaire, mais il y a un groupe, et ce groupe majoritaire... Que les candidatures étaient communes et uniques pour le NFP. Les électeurs ont voté pour une seule étiquette qui était NFP. Alors oui, mais il reste qui ne se sont pas... Et pourquoi ils se déposent pas comme un groupe? Et moi j'en reviens au suffrage. Oui, mais non, mais on n'en revient pas à ce qui nous arrange. On en revient à la situation. Au suffrage. La situation à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est qu'il y a un groupe. Le premier groupe majoritaire, c'est le Rassemblement national. NFP n'est pas un groupe. NFP a été déposé seulement par LFI. Et je voudrais rajouter une chose et laisser la parole à Nicolas. J'entends pas l'empêcher de me répondre, mais. Et je n'ai aucune prétention de dire au président de la République ce qu'il aurait dû faire, mais dans une situation comme celle-ci, est-ce qu'en fait il n'aurait pas dû peut-être reconnaître, si le NFP avait désigné un chef de file, le représentant de la coalition présidentielle et Marine Le Pen qui est présidente du groupe RN, est-ce qu'il aurait pas dû dire à chacun, vous êtes à la tête d'une coalition ou d'un groupe qui fait un tiers de l'Assemblée, avec qui êtes-vous prêt à gouverner, dites-le moi et je nomme quelqu'un de chez vous. Et après on aurait assisté au spectacle de j'ai personne, oui j'ai quelqu'un, oui j'ai une coalition, au lieu de sembler vouloir arranger les choses par lui-même. Écoutez, il aurait pu engager la responsabilité de chacun. Je vous donne la parole, Nicolas, dans un instant. Écoutez ce que disait François Hollande hier chez nos confrères de Quotidien. Il n'y a pas de tactique, je pense, de la part d'Emmanuel Macron. Qu'il y en a pas si c'était ça, on pourrait saluer. Franchement, 50 jours à faire croire qu'on va décider tout en ayant déjà décidé sans donner la décision. Non, ça serait du grand art. Non, je pense qu'il y a un problème chez le président de la République, c'est son rapport à la décision. Pour avoir exercé cette fonction, gouverner, puisque je pose cette question dans le livre, gouverner, c'est nommer. C'est le premier acte de président, c'est de nommer. J'ai été élu en 2012. La première décision que j'ai prise, c'est de nommer le Premier ministre. Une fois que vous avez nommé le Premier ministre, il faut nommer des membres du gouvernement. Il faut nommer vos entourages. Et donc, cette fonction-là de nommer est essentielle. Il y en a d'autres, heureusement. La situation n'était pas exactement la même non plus. Non, mais ça manque pas de sel.
notre Non, gueule. Ça manque pas de Ça sel. vous met en colère. Ah non, Fanta, mais Fanta attendez, qui se lâche. non, mais allô, Ouais. quoi. Non, mais il faut rappeler Nabila, c'est pas possible. Pas Nabila. Non, je sais plus qui. Non, mais. C'est Nabila. enfin, Non. Oui, C'était Nabila, je crois, le halo. Bon, oui, peu importe, le là, halo. c'est Je pensais que vous Hollande. parliez de la jeune roumaine. Là, je peux pas entendre ça, je l'avais même pas entendu, donc j'ai une réaction oui. en direct. En fait, déjà 2012, c'est pas 2024. Mais c'est ça, c'est quoi. ça, Enfin, ouais. c'est juste la première chose et la situation n'a rien à voir. Et je vais vous dire juste une chose, le fait Léonarda, que je lui-même pensais. soit en fait au nouveau Front Populaire est juste inacceptable. Un ancien président qui traîne Ne devrait pas faire ça. avec le genre de député donc que nous connaissons à l'heure actuelle. Bien sûr. Non, il ne peut pas aller sur un plateau et dire ça. Et il fait de la politique, il souhaite faire de la politique. Il aurait dû rester sous son statut d'ancien président et nous épargner des phrases comme ça qui ne servent à rien. Franchement, je suis très en colère. Mais même moi, je trouve que ça manque pas de Ouais, sel d'entendre François Hollande C'est pour ça que je voulais vous le faire parler de écouter. l'acte de décider. On se souvient à quel point ces décisions étaient tranchantes, rapides et irréversibles. Donc voilà, je pense que là-dessus, c'est facile de donner des leçons aux autres. Mais comme on se parle vrai quand même, et comme Oui, on est sur Sud Radio, parlons vrai. pourquoi est-ce qu'on est bloqué? Il faut se dire les choses. Parce que Emmanuel Macron, président de la République, ne veut pas de la gauche au pouvoir et ne veut pas d'un programme de gauche. Et à partir de ce moment-là, on assiste au blocage institutionnel dans lequel nous sommes. Mais il faut le reconnaître. Il ne faut pas commencer à entendre la petite musique que j'entends, que c'est la faute des partis politiques, Non. que c'est la faute des Non. députés. Demain, ça sera la faute des électeurs qui auront mal voté, qui ont envoyé 3 blocs. Quelle idée aussi. Quelle idée d'aller voter pour 3 blocs. Enfin, ils ont voté pour qui ils voulaient, les Français. Oui. La réalité, c'est que Emmanuel Macron, au Il lieu est d'appliquer la responsable de la Constitution situation. à la lettre, article 8, le président de la République nomme le Premier ministre. C'est pas attend de savoir s'il y a une majorité pour nommer une personne qui pourra animer une majorité de projets. C'est pas ça la Constitution. Il nomme le Premier ministre. Et ensuite, c'est au Premier ministre, pas au président de la République, de concilier et de réconcilier une majorité autour de lui-même et de la tenir. Et c'est au Parlement de contrôler le gouvernement. Le président de la République n'est ni Premier ministre, ni président de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, on assiste à une vraie confusion de l'usage du pouvoir présidentiel avec le pouvoir législatif et une partie du pouvoir exécutif qui ne lui est pas dévolue, qui est bien dévolue au chef du gouvernement. Oui, Samuel Lafont. Il y a un point important, à mon avis, c'est que la gauche a été la seule à revendiquer la victoire. Je ne pense pas qu'elle ait gagné les élections, comme j'ai déjà dit ici, mais ça a été la seule à revendiquer la victoire, alors que la plupart des autres mouvements, on a l'impression qu'ils se sont un peu endormis après l'élection. Et donc, la situation a été la suivante, pour aller dans le sens que vous indiquiez, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron s'est retrouvé avec un seul groupe politique, une coalition qui a dit on a gagné, on se Premier ministre, et les autres n'ont rien dit pendant un moment. Donc effectivement, comme il n'a pas dit, la réalité c'est que lui il veut pas, et à mon avis il a raison sur ce point-là, c'est peut-être le seul point sur lequel on est d'accord, de Premier ministre de gauche. Comme il n'a pas dit, même pendant des semaines on a laissé entendre qu'il y aurait peut-être un Premier ministre de gauche, et là on va vers l'équilibre qui me semble le plus logique vis-à-vis des préoccupations des Français, c'est d'avoir un Premier ministre qui serait de droite ou centre-droit. Mais la réalité c'est qu'effectivement Emmanuel Macron n'a pas tranché. Encore une fois, je sais que je suis loin d'être d'accord avec François Hollande sur la totalité des sujets, mais là ce qu'il disait c'était clairement qu'Emmanuel Macron ne décidait pas, et parfois il est très lent. Alors François Hollande aussi arrive à être lent et à ne pas choisir, mais Emmanuel Macron, on se rappelle aussi que quand il doit décider, agir rapidement et montrer qu'il comprend les Français, il est très lent à le faire. Rappelez-vous la crise des Gilets jaunes, où on n'a pas entendu Emmanuel Macron pendant des mois. Mais l'absurdité, c'est qu'on risque de se retrouver avec un Premier ministre adoubé par défaut par Marine Le Pen, bien sûr, qui n'a pas gagné les élections, qui les a même perdues d'une certaine manière. Ils ont le groupe majoritaire à l'Assemblée. Oui, mais ils avaient comme objectif d'obtenir une majorité relative ou une majorité absolue. Ils n'ont pas réussi à passer le cap. Et donc aujourd'hui, ce sont les principaux perdants de l'élection législative, même s'ils font un très gros score, qui vont se retrouver faiseurs de roi et décider de la politique du pays. Alors que 2/3 des électeurs ont voté contre eux par le Front républicain. Là, Emmanuel Macron est en train de commettre une faute institutionnelle majeure et, à mon sens, a une responsabilité sur l'avenir de la démocratie dans ce pays. Frédéric Fougerat. Pour moi, une partie de la responsabilité, et Samuel l'a évoqué, c'est le fait que, en fait, la gauche, dès l'annonce des résultats, a revendiqué la victoire. Et donc, de ce point de vue, elle a trahi le Front républicain. Sans dire que le Front républicain c'était bien ou c'était pas bien, mais en tout cas, elle a empêché tout d'un coup toute organisation, toute coalition autre possible, en revendiquant et en s'appropriant la victoire. Et
petite parenthèse, mais humoristique, j'ai le sentiment qu'on a entendu le président de la République s'exprimer dans une émission dont le présentateur-producteur avait dit 4 jours avant qu'il n'inviterait plus de politique. Ouais. C'est bien ça? Alors oui, il a précisé, ça tient pas longtemps. Mais il avait précisé sauf événement exceptionnel ou personnalité exceptionnelle. Donc il estime que François Hollande, effectivement, ancien Premier ministre, ancien président, ancien président, pardon, ma langue a fourché. Si vous le souhaitez comme Premier ministre, à mon avis, c'est possible. L'obsession de ce Premier ministre qu'on attend. Mais pourquoi il décide pas, Macron? Il y a un moment où il faut qu'il lance le truc. Mais là, il va décider avant la fin de l'émission. Là, on va la voir, vous allez voir. Et ça lui coûte en termes d'image. Ça lui coûte vraiment en termes d'image, on le voit. Bien sûr. On a l'impression qu'il se moque du monde, et en fait, sur l'ensemble du spectre politique. Ouais. Tous les électeurs. Mais à quoi ils jouent? Samuel, j'y crois pas une seule seconde. Hein. Je crois que c'est le microcosme politico-médiatique que ça intéresse. Non, mais sur le marché, chez le boulanger, dans les métros, moi j'entends personne dire alors on n'a pas de Premier ministre. Non, mais justement, les gens disent, c'est quoi ce cirque en fait? On a beau leur bourrer le crâne depuis 50 jours parce que ça nous occupe, mais franchement, il en faut un. A priori, il nous en faut un. On a besoin d'un gouvernement. Ce que je vois, ce que j'entends, c'est pas est-ce qu'on a un Premier ministre, quand est-ce qu'on aura un Premier ministre, mais c'est quoi ce cirque? Pourquoi est-ce qu'un nouveau nom qui sort tous les jours, on comprend rien? Ouais. Voilà. Pourquoi il fait ça? Et il y a Bernard Cazeneuve qui s'est exprimé à la télévision et qui a dit: je suis prêt à assumer mes responsabilités si on m'en confie. On est dans le. On va peut-être lui en confier avec un grand militaire régalien, allez savoir. Peut-être. Je rappelle parce qu'après il y a un gouvernement. Et voilà, j'allais dire, on tourne autour du nom du Premier ministre, mais 50 jours pour un Premier ministre, mais ça va être combien de jours, combien de semaines ou combien de mois pour avoir un gouvernement? Le plus longtemps possible, puisque Emmanuel Macron a intérêt à gagner du temps. Jusqu'au budget. Un auditeur me dit un truc assez juste: Emmanuel Macron a consulté Madame Le Pen, mais en braille pour ne pas la voir. C'est-à-dire qu'il l'a appelée alors qu'il a reçu les autres chefs de parti, mais pas Madame Le Pen. Non, il a passé des coups de fil à certains. À Roussel, il a téléphoné. Il y a eu un mixte de rencontres et de coups de fil. Il y avait ceux qui avaient la carte et ceux qui n'avaient pas la carte. Sans compter ceux qui n'ont pas voulu répondre au téléphone. Je mettrais pas Monsieur Roussel et Madame Le Pen au même niveau de poids politique. On est d'accord, mais... Et on entend parler beaucoup du fait que soit négociée une proportionnelle. Il faut voir quelle proportionnelle on aura. Moi, je pense que c'est quelque chose de bien pour le pays, pour la représentation des Français, puisque on a des discours qui sont pas faux, mais qui sont différents. Effectivement, au second tour, il y a une grosse campagne du NFP, qui a réussi en partie ce qu'il voulait, mais au premier tour, on voit bien où étaient les voix, majoritairement. Et ce mode de scrutin, alors je sais qu'il y a des gens qui le soutiennent, moi je ne le soutiens pas du tout, mais depuis des années, il déforme la volonté populaire. Et je pense qu'il est vraiment malheureux. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, non seulement il faut effectivement qu'on ait un Premier ministre, un gouvernement, mais en plus, il faut que pour les années qui viennent, il y a plusieurs possibilités. On peut avoir une proportionnelle intégrale. Moi, je suis pas favorable à la proportionnelle intégrale pour plein de raisons. On peut avoir un système mixte comme la plupart des pays européens. On peut avoir de la proportionnelle par département pour garder un effet majoritaire tout en ayant la possibilité d'avoir de nouveaux partis politiques qui émergent. Mais il faut pas que ça soit fait en quelques minutes et qu'après on dise voilà, le système il est figé comme Michel Debré l'a décidé au début pour le majoritaire de tour. C'est un sujet très intéressant, mais reconnaissez quand même que c'est un peu étrange de voir un système politique mettre sur la table le sujet de la proportionnelle qui n'a pas du tout été abordé pendant toutes les séquences électorales précédentes. Alors, comme il y a un problème institutionnel, le système se met en place et on se dit, le problème, c'est le mode de scrutin. Mais vous avez entendu, pour le coup, les Français vous dire... J'entends que les partis politiques se réveillent là-dessus. Le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, je veux bien. Mais moi, ça fait très longtemps qu'on m'a pas parlé sur les marchés de la 5e République, des institutions et du mode de scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour les élections législatives. Mais là... on voit autour de la table les gens se mettre en place, se dire finalement c'est la solution, mettons-nous d'accord sur le mode de scrutin, regardons comment on va être élu le prochain coup et ça va régler les problèmes des Français. Je pense que ce serait une erreur majeure de faire cette réforme dans le dos des Français, dans le dos des électeurs. Pas dans le dos, Nicolas, pas dans le dos. C'était quand même dans le... Alors, on va marquer une pause, Fanta, et je vous donne la parole tout de suite après. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, Fanta Berete, vous avez été interrompue par la pub sur... mais je le disais, je suis souvent d'accord avec Nicolas, je rappelais juste que sur la proportionnelle, c'est pas non plus un sujet qui arrive comme ça, c'est que le sujet avait été mis dans le programme 2017, en tout cas d'Emmanuel Macron. Lors de la dernière mandature, on a eu des discussions avec dans les groupes et au sein, nous, d'ensemble, sur la manière justement de présenter un projet. Et d'ailleurs,
d'ailleurs, c'est Madame Yaël Braun-Pivet qui était en lead sur ces travaux-là. Donc, effectivement, là où je suis d'accord, par contre, c'est que ça ne peut pas être le seul projet de loi qui doit nous animer, parce que je crois qu'il faut en revenir à l'essentiel. La question du budget est primordiale. Alors, même si on ne sera pas bloqué, comme c'est le cas aux États-Unis, parce que les institutions ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a un sujet dont on devait parler, par exemple, concernant le Ségur de la santé. Oui, ah oui, j'ai oublié. Voilà. On a aujourd'hui un certain nombre de lois qui ont été votées, dont on n'a pas les arrêtés. On a aujourd'hui un certain nombre de projets qui sont là. Moi, j'ai une grosse question concernant la sécurité, notamment le fait qu'on ait pu s'organiser d'une autre manière pendant les JO. Et donc, quel audit on fait de cela et comment on peut faire pour améliorer les choses. Donc, du travail, il y en a. Il y en a, je pense, pour chaque député de chaque banc. Chacun pourrait prendre les sujets avec lesquels il a le plus d'idées, d'appétence. Donc, il faut avancer. Donc, pour ça, évidemment, il nous faut nomination. J'espère que ce sera aujourd'hui. On espère aussi, effectivement, le Ségur de la santé, c'était votre coup de gueule que j'ai zappé. Voilà, juste une parenthèse, Fanta, j'ai descendu hier les Champs-Élysées en voiture. Il y avait une voiture de police tous les 20 mètres. Il y a des policiers partout. Donc, oui, la sécurité a été l'un des grands enjeux. Gendarmerie, armée. On y a mis quand même les moyens. Il y avait des flics partout. Gendarmes, armées. Nicolas, et des moyens qu'on a retirés ailleurs. Absolument. Oui, aussi. Alors, Nicolas, c'est en lien avec notre discussion, parce que finalement, les atermoiements du président de la République, le fait qu'on n'ait pas de gouvernement, on peut se dire ça amuse beaucoup les salons parisiens, mais après tout, on peut très bien vivre sans gouvernement. On cite souvent l'exemple de la Belgique. Mais il y a des Français qui souffrent de l'absence de ce gouvernement. Et moi, je veux parler des oubliés du Ségur. Vous savez, le Ségur, c'est cette revalorisation salariale qui avait été décidée après le Covid. D'abord pour les personnels hospitaliers de soins, et puis beaucoup d'autres professions ont dit ensuite, mais nous, on travaille aussi dans des univers de soins, et notamment les salariés qui travaillent, tiens, ça tombe bien, dans les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, qui sont oubliés du Ségur. Le 2 juin, les partenaires sociaux, patrons, syndicats de travailleurs, signent un accord étendant le Ségur à ces personnels. 240 € de plus par mois, avec rétroactivité au 1er janvier. Au mois de juillet, le gouvernement démissionnaire donne l'agrément à cet accord. Et au mois d'août, l'étend à tous les salariés de la branche. Il y a des centaines de salariés qui travaillent aujourd'hui dans des établissements aux côtés d'adultes ou d'enfants en situation de handicap qui attendent une revalorisation de leur salaire de 240 € par mois. Qu'est-ce qui manque ? Le budget de la France. Un signal, puisque c'est les départements de France qui financent et qu'est-ce que disent les départements ? Pas de gouvernement, pas de visibilité sur le budget. Nous ne finançons pas et nous gelons la mesure. Ouais. Donc concrètement, il y a des gens, des salariés qui on doit quasiment 2500 € sur l'année, qui attendaient d'être payés, à qui on avait promis de les payer en septembre et qui ne seront pas payés en septembre. Voilà une conséquence très concrète du sujet institutionnel dans lequel nous sommes et qui touche 250 € par mois. C'est très important dans les ménages. Et souvent, il y a des gens se sont engagés vis-à-vis de leurs banquiers, vis-à-vis de leurs propriétaires, en disant voilà, je vais avoir une rentrée d'argent, on va avoir un 13e mois. Et ben, ce 13e mois n'est pas versé à ces personnels qui, par ailleurs, le méritent amplement. Oui. Fantin, qu'est-ce qu'on peut dire C'est la raison pour laquelle je t'ai passé le mot, parce que je trouve que c'est important. C'est ça qui m'intéresse. Moi, tout à l'heure, je vous disais, c'est le côté humain de la chose, et qu'effectivement, le Ségur de la santé, c'est 8 milliards de revalorisation par an. Donc, c'est quand même la majorité d'Emmanuel Macron qui la met en place et qui fait ce rattrapage. Donc, effectivement, moi, je suis complètement... Ils sont pas payés. Non, mais qui l'a fait sur de nombreuses Ils vont l'être. Qui l'a fait sur de nombreuses professions. Et, par exemple, pour les sages-femmes, etc., c'était 293 €, mais moi, politiquement, ce qui me fait mal, c'est qu'en fait, les gens ne le reconnaissent pas. Tu le dis, ça fait un 13e, voire un 14e mois pour certaines professions. Personne ne le reconnaît. Là, on le voit parce qu'en fait, l'argent n'est pas versé. J'espère qu'il le sera. Mais il y a beaucoup de professions qui ont bénéficié du Ségur de la santé. Personne ne le reconnaît. Personne ne reconnaît les efforts financiers. Donc là, j'espère qu'on ira jusqu'au bout, parce que je fais partie des députés qui ont porté ces choses-là et qui ont répertorié toutes les petites fonctions pour lesquelles il y avait des trous, donc véritablement qu'il y avait des manquements. Donc j'espère qu'on ira au bout, mais effectivement, la question du budget est primordiale pour les fonctionnaires, s'il y avait aussi un sujet fonctionnaire, et pour un certain nombre de services de l'État. Oui.
Effectivement, on vient d'entendre parler, de discuter de situations personnelles qui sont très préoccupantes. Et alors, si tout allait bien dans le pays, on pourrait se dire, même sans être très libéral, pas besoin de gouvernement, tout roule. Sauf qu'en fait, on a des sujets qu'on doit régler très concrètement. Moi, je vous parlais tout à l'heure de sécurité, notamment. On a parlé, on discutait des JO. On a vu effectivement qu'il y avait une sécurité, notamment dans les villes olympiques à Paris, que les Français n'ont plus vécu depuis longtemps. Alors, il y avait des moyens qui étaient énormes par rapport à ceux qui sont dépensés d'habitude. Mais voilà, il y a des sujets urgents à traiter. C'est pour ça qu'on a besoin de gouvernement rapidement, et Emmanuel Macron traîne des pieds. Juste pour terminer sur le proportionnel, effectivement, c'est pas le sujet tout de suite pour les Français qui ont des urgences, notamment de pouvoir d'achat, sécurité, d'autres thèmes. Je parlais de la santé, du logement. Mais beaucoup de Français ont dit, on a le sentiment que ça te fait voler ces élections à cause du mode de scrutin. Donc c'est juste pour les prochaines élections. Vous savez, quand vous regardez les mémoires de Michel Debré qui parle de comment a été choisi le mode de scrutin à 2 tours, lui c'est parce qu'il était très opposé au mode de scrutin d'avant de la 4ème République, de manière un petit peu caricaturale, et il lorgnait du côté anglais, qui à mon avis est un mauvais mode de scrutin. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est un tour. Et donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait, le mode de scrutin à 2 tours. Mais il ne faut pas qu'on pense que c'est quelque chose qui est exceptionnel, qu'on doit conserver. Ouais. On peut très bien en changer. Et si les Français se sentent mieux représentés, eh bien changeons le mode de scrutin. Mais c'est pas la priorité, je pense, des Français. C'est juste pour les prochaines élections. Aujourd'hui, absolument. Mais vous savez, moi, je m'étonne toujours dans ce pays, quand on voit que le pays a des problèmes, que les habitants souffrent, on fait des réformes institutionnelles. Et regardez, les dernières grandes réformes qu'on a faites, le quinquennat, etc., c'était pour résoudre les problèmes des Français. Finalement, ça a beaucoup résolu les problèmes des hommes politiques et des femmes politiques. Voilà. Mais ça, je ne suis pas sûr que ça ait une incidence quelconque sur la vie concrète des Françaises et des Français. Et donc, il faut, à mon avis, sortir de ce réflexe un peu professionnel de la profession. En gros, il y a un problème dans le pays, on change les institutions, on modifie les institutions. Je ne suis pas sûr que ça va aider les Français à mieux vivre. Sur cet aspect-là, quand même, quand il y a des Français qui considèrent qu'ils ne sont pas bien représentés, oui, non, mais c'est important que leur voix puisse être portée, quel que soit leur... Je minimise pas le sujet. Je dis ici, alors que je suis pas libertarien ni maoïste, on pourrait très bien avoir des Mao ou des libertariens à l'Assemblée nationale, et finalement on n'en a pas, parce qu'en fait il y a toute une partie des Français qui ne se sentent pas représentés. C'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.